Donc on va commencer tout de suite par cet article formidable dans The Atlantic en disant que si on était un pays sérieux, et le si est important, d'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure que j'estime que certains autour de Donald Trump attisent ce genre de comportement de Donald Trump. Donc imaginez que J.D. Vance et la majorité du cabinet aillent dans ce sens-là. Ça paraît extrêmement compliqué, mais d'avoir ce débat, c'est sain pour la démocratie américaine. D'avoir le débat, même si ce n'est pas suivi dans les actes, d'avoir ce débat devant les électeurs, C'est important. c'est important parce que, comme vous allez le voir, c'était un point qui est mis, je crois, en avant dans cet article-là, de dire que sinon, c'est laisser cette idée que tout ça est normal. Hein. Tout à l'heure, Thomas, tu nous en parlais de cette normalité de la chose s'installer. C'est la folie gagnée. Ouais. Exactement. Il ne faut pas laisser la normalité et de dire ce n'est pas, ce n'est pas normal. Et donc, j'ai beaucoup aimé l'article commence par cette analyse qui multiplie à la fois les erreurs grammaticales, qui revient donc sur les erreurs grammaticales et de ponctuation, qui non seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, présente de manière complètement fausse les traités entre les États-Unis, le Danemark, le Groenland, et qui en plus ne respectent pas les mécanismes de l'ONU. Et cette idée de dire que Donald Trump, on n'a même pas relevé tellement que c'est énorme, où il dit qu'il n'a jamais fait, c'est le président qui a fait le plus pour l'OTAN, c'est complètement faux. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le financement principal de l'OTAN, c'est les pays européens. Et cette année, depuis le retour de la présidence de Donald Trump, il n'a rien fait en faveur de l'OTAN. Soyons clairs. Donc, continuons après cette petite parenthèse. Et donc, cette idée qui est extrêmement importante, de dire que ce message, et je partage cette analyse, démontre que Donald Trump vit dans une réalité parallèle. On vous a parlé ici de nombreuses fois de ce phénomène de bulle dans laquelle Donald Trump est enfermé. Et d'ailleurs, on voit que lorsqu'il sort de cette bulle-là, on l'a vu il y a 2 ou 3 jours, la semaine dernière, lorsqu'il se retrouve euh, dans cette usine à Detroit et que on l'a fait rencontrer évidemment que des supporters. Et que d'un coup, il y a un membre du syndicat UAW qui lui reproche d'être un protecteur de pédophiles, on voit la réaction de Trump qui n'arrive pas à se contrôler parce qu'il se retrouve dans un moment où il n'est plus dans sa bulle, il n'est plus dans ce monde parallèle où il est le meilleur, où il est la personne la plus importante de l'univers et qui est adoré pour tout le monde. Mm. Je vous rappelle ce nombre de déclarations de Trump et le nombre de messages de Trump où il explique que jusqu'à 94% des Américains lui apportent son soutien, lui apportent un soutien. Encore une fois, qui nourrit ces messages-là à Donald Trump? Et le quotidien de Trump, c'est la Maison-Blanche où il est entouré de gens qui préparent ses journées pour aller dans ce sens-là, où il est à la tête de projets où il estime qu'il est le seul. Hein. Ça nous fait des émissions ici amusantes, mais c'est quoi les effets sur l'esprit de Donald Trump de se dire, pendant vos vacances de Noël, on va vous faire un cadeau, on va organiser une conférence de presse à Mar-a-Lago où vous allez expliquer que c'est vous qui allez être en charge des designs des prochains Bateau, navires de ouais. guerre américains parce que c'est votre spécialité. Ça nous fait sourire ici, ça nous fait une émission extraordinaire. Mais soyons ça veut clairs. dire que ça ne va pas Mais bien. quel est l'effet de ce genre d'événement sur la psychologie de Donald Trump, sur l'équilibre psychique de Donald Trump qui est déjà extrêmement fragile. Donald Trump vit dans une réalité parallèle entre la Maison-Blanche et Mar-a-Lago. Il vit dans cette bulle et
dès qu'il se retrouve confronté à l'extérieur, il n'arrive pas à supporter. Et c'est pour ça qu'il incite, par exemple, son gouvernement à être illégal parce qu'il ne veut pas avoir la sortie des documents Epstein. Et donc, cette idée même de se dire que Donald Trump vit dans un monde, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour les États-Unis et pour le monde. Et pour le monde. Continuons dans ce papier. Donc, de dire que voilà, en plus de ça, Donald Trump, qui est en chute mentale, s'accroche sur ses essentiels. L'essentiel, c'est des gens qui le complimentent en permanence et c'est ce mode de fonctionnement où, pendant des années, pour arriver au pouvoir, il a été obsédé par une seule chose. C'était, il faut projeter de la force, on s'en rappelle, hein, c'était le thème de sa campagne contre Biden, mais aussi avant, lorsqu'il était président, il faut projeter de la force tout le temps. Quel que soit le sujet, je gagne, je gagne, je gagne. Et lorsque on commence à perdre ses repères intellectuels, comme Donald Trump, qui a bientôt 80 ans, est en train de le faire, on s'accroche à sa base, on s'accroche à son essentiel. Et son essentiel, c'est ça. Et du coup, on arrive dans un système où cette volonté de dire quoi que je fasse, que ça soit justifier la mort d'une mère de famille de 3 enfants assassinée par Jonathan Ross du côté de Minneapolis, ou de dire je veux le prix Nobel et donc je vais le gagner, cette volonté qui est le seul mode de fonctionnement aujourd'hui de Donald Trump, plus d'argent, accumuler plus d'argent, la corruption et gagner, ça devient extrêmement dangereux parce que la vie n'est pas faite de situations où on gagne ou on perd. Lorsqu'il y a un comité indépendant qui décide parce que ils estiment que ce n'est pas vous qui devez gagner ce prix-là, que de toute manière, en termes de calendrier, vous ne pouvez pas qualifier, ce n'est pas une victoire que vous pouvez aller forcer. Et c'est un gros problème aujourd'hui. Et donc, on arrive à ces recommandations en disant, OK, hein, c'est la conclusion de The Atlantic, et je suis malheureusement assez d'accord dans cette conclusion autour du 25e amendement, de disant, les gens autour de lui sont tellement affamés de pouvoir. Bonjour J.D. Vance. Tellement, pardon ? Et Stephen Miller. Et Stephen Miller. Et tellement corrompus que ils utiliseront Trump jusqu'à la fin. Comme d'une certaine manière, même si c'était fait de manière peut-être moins grotesque et moins visible, le cabinet de Ronald Reagan a utilisé Ronald Reagan qui vraiment, sa dernière année de mandat, on a tendance à oublier, allez voir les interventions publiques de Reagan qui étaient quasiment dans la position de ne plus pouvoir parler parce que c'était une manière d'assurer leur pouvoir à son entourage, d'assurer leur enrichissement et d'assurer la mise en place de ce qui était leur vision politique. C'est, comme tu le disais Thomas, Stephen Miller. Et donc, elle écrit, la seule issue maintenant, c'est le Congrès. Ce sont les républicains du Congrès. Ils le doivent aujourd'hui, hein, c'est le sens de l'article tout à l'heure de ce tweet de ce conservateur, de cet élu conservateur britannique pro-Brexit. Ils le doivent au monde et ils le doivent aux États-Unis. Parce que Donald Trump, qui agit en référence à ce monde imaginaire dans lequel désormais il est enfermé, ça, c'est en train de créer des dégâts considérables aux États-Unis, aux intérêts américains. Si le sort du monde ne les intéresse pas, concentrez-vous sur les intérêts américains. Et
Donald Trump, parce qu'il est désormais en errance dans ce monde qui n'existe pas, un monde qui n'existe pas mais qu'on lui projette en permanence, est en train de créer des dégâts considérables avec nos alliés historiques et des dégâts qui mettront des décennies à être réparés. Hier, on vous donnait un des exemples qui était cet accord signé entre le Canada et la Chine. Est-ce qu'il y a une marche arrière vers ça? Je ne pense pas. Et donc, elle concluait en disant « c'est le temps ». Ah oui, Et c'est évidemment, dans cette histoire de « now is the time », le Congrès, et j'aimerais rajouter, et pour vous donner rendez-vous en plus demain, et on n'a pas terminé l'émission, je veux qu'on parle aussi de Daily Beast qui a fait ce même appel aujourd'hui. Une partie de la réponse, une partie peut-être, on l'espère, de la fin de cette charade que nous sommes en train de vivre, c'est demain. Ce premier retour à la réalité, c'est peut-être demain avec la décision de la Cour suprême. Lorsque vous avez Donald Trump, encore une fois, je reviens à sa dernière intervention publique, qui est son voyage à l'usine Ford de Detroit. Lorsque Donald Trump répète à l'envi que personne d'autre avant lui n'avait vu l'intérêt des tarifs et que maintenant tout le monde venait le féliciter pour le succès de ces tarifs, la question qui se pose, est-ce que c'est Donald Trump qui ment ou est-ce que c'est Donald Trump qui est effectivement félicité en permanence par son entourage sur une politique qui ne fonctionne pas, mais qui enrichit ses alliés politiques et ses soutiens financiers? La vérité, elle est où? Est-ce que c'est Donald Trump qui ment ou est-ce que c'est Donald Trump qui répète un mensonge auquel il croit? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une réponse extrêmement importante et peut-être, on l'espère, demain, il y aura cette confrontation entre ce monde fantasmé qui n'existe pas et la réalité avec la décision peut-être de la Cour suprême sur les tarifs. Rendez-vous en direct à partir de 15h45 du côté de l'Europe et 9h45 du côté du Canada. On va attendre en croisant les doigts, en espérant que ça sera vraiment le cas. Et donc, je voulais qu'on termine en partant dans ce formidable papier éditorial proposé par The Daily Beast, hein, qui est un pure player, et qui donc nous met en avant le fait que c'est désormais le temps pour le 25e amendement. Regardez ça, ouais. Qu'il n'y a aucun débat, qu'il n'y a aucun doute. C'est le moment. Le sous-titre, c'est Mad King. Vous avez l'emoji No King, mad, pas comme en colère, mais mad comme fou. Ouais. Et que c'est certain, il n'y a plus de doute, on ne peut plus nier que le président n'est pas capable de faire son rôle de président. C'est bien de prendre cette position vraiment forte. Ouais. Et donc, on va voir à quoi ressemble cet article en disant que et c'est assez intéressant parce que la remarque, c'est le début de cet article, c'est celle que nous vivons, c'est la conversation que nous avons eue hier soir, de se dire, on a le sentiment que la seule chose que l'on fait de nos journées, c'est de fact-check l'administration Trump. Et c'est ce que dit la journaliste, elle dit, voilà, il y a tellement cette accumulation de fausses déclarations, de mensonges, d'événements complètement étranges. Donc, elle en fait une liste on se dit, comment on fait par rapport à ça? C'est un travail à plein temps. C'est un travail à plein temps. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile pour nous de trouver la solution. On en reparlera un de ces jours justement dans notre Zoom très prochainement avec nos amis de maintenentmedia.com, parce que c'est une véritable question sur la portée éditoriale de notre émission.
Ferme la parenthèse. Thomas, on continue là-dessus. Donc, en C'est vrai, expliquant... j'ai complètement oublié Ouais, ce, vas-y. ce côté-là. C'est l'autre côté. Et souvent, on n'a pris pas la rigolade, mais comme un moment isolé qui sent des fois drôle, c'est Trump qui s'endort, Trump qui a les chevilles enflées, Trump qui se maquille les mains, Trump qui disparaît pendant quelques jours. Tout ça, ce sont des signes, encore une fois, de quelqu'un qui n'est plus en état physique d'être président. Ouais, d'expliquer que d'un côté, il y a ces propos de plus en plus fous. On a dépassé ce qu'on Oui. dit, le cadre du mensonge. C'est quoi le mot à utiliser? Donc, des propos de plus en plus fous qui sont soit des mensonges de la part de Trump, soit il y croit vraiment. Il n'y a pas une bonne solution. Et les deux sont mauvais. Tout ça emballé dans des caprices d'enfants, Ouais. sincèrement, parce que ça aussi, voilà, c'est évident. Des caprices d'enfants et un état physique et cognitif De pire en qui pire. est de pire en pire. C'est documenté. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va Et continuer. ils font bien de les raccrocher ensemble. Exactement. Et donc, de cette conclusion, de se dire, le président des États-Unis n'est pas bien. Le président, il n'est plus en mesure. En plus, on revient, tu vois, Cody, en disant, en plus de ça, si on rajoute son régime alimentaire, où il reconnaît lui-même qu'il fait du surdosage d'aspirine pour avoir le plus beau sang, c'est ce qu'il avait dit au Wall Street Journal, que lui voulait un sang qui Pur, soit fantastique, et que donc, rapide, ouais. même si ses médecins lui disent de ne pas le faire, Il le fait. il le fait. Il le fait. Ses nuits à passer sur Truth Social, son régime De ce alimentaire goin frais de McDo. qui est constitué de... Un McFish, un Royal avec fromage, un Big Mac, des frites et 18 Coca Light par jour. Et des fois, pour le plaisir, un milkshake au chocolat. J'aurais pas dû te demander parce que tu fais exprès de mal le prononcer à chaque fois. Lequel? Le premier, avec le... Le McFish? Non, enfin bon. Et donc là-dessus, en concluant que l'impeachment n'est C'est pas pas assez. suffisant. Non. Ce n'est pas suffisant. Un impeachment, on en parle, hein, déjà c'est intéressant de se dire on en parle, il ne faut pas attendre, il faut agir plus rapidement. Vas-y, on continue. Et donc en expliquant que l'impeachment, c'est un Criminel. processus Ouais. politique pour punir des officiels qui ont été responsables de trahison, de corruption, de crimes. Elle dit, Et voilà, ça, il y en a déjà eu tellement qu'on a dépassé le moment où on s'attend d'agir sur ça. D'accord, ça, les républicains, ils n'ont pas les... pour le faire. On l'a vu. Mais maintenant, on parle d'autre chose. Parce que le 25e amendement, ça n'a rien à voir avec des crimes de corruption ni d'autres crimes politiques. non, et on a vu dans la quatrième section où ce n'est pas défini, c'est une interprétation de se dire qui après passe par un vote Voilà. au Congrès. Donc, il y a par exemple ce qui est en train de se dérouler avec les menaces de Donald Trump par rapport au Groenland, en disant on n'est pas dans le cadre de la trahison, mais on est typiquement dans le cadre de quelqu'un qui n'est plus capable de diriger un pays, de se dire on va envahir un pays qui n'est pas à nous, parce que on en a besoin pour X ou Y, et parce que maintenant on ne m'a pas donné Ouais. le prix Nobel, c'est la preuve de cette incapacité. On va voir les deux derniers, on arrive aux deux derniers extraits. Et on aurait dit exactement la même chose pour Biden. Hein. Exactement. Et donc on dit, ben voilà, au-delà du débat sur est-ce que ça serait mieux ou pas avec J.D. Vance, parce que c'est souvent quelque chose que l'on met en avant, on aura cette conversation à d'autres moments. Et donc, de dire pourquoi c'est important. Évidemment, la journaliste de Daily Beast, comme la journaliste de The Atlantic, comme moi, nous ne sommes pas complètement naïfs. On sait qu'aujourd'hui, le vice-président de Donald Trump et le cabinet de Donald Trump ne feront jamais
cette décision-là, cette démarche, et utiliseront Donald Trump, quel que soit son état physique et mental, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que de remplacer Donald Trump. Mais que Donald Trump ait cette espèce de paravent qui permet le pire derrière en termes de corruption, de saisie du processus démocratique, et que ces gens-là feront ça jusqu'au bout. Eux, ils sont tous là grâce à ça et ils ont utilisé ça pour arriver où ils sont aujourd'hui. Et en plus, Donald Trump, contrairement lors de son premier mandat, a pris soin, parce que justement, il y a eu son premier mandat, les fameux gens autour de adultes dans la pièce, a pris le soin de prendre des gens qui sont non seulement extrêmement fidèles, mais je vais rajouter, comme c'était écrit dans l'article de The Atlantic, aussi pourris que lui. Aussi pourris et aussi intéressés par le pouvoir et l'argent. Et donc, elle dit, mais ok, ça, c'est la réalité. Mais justement, si on veut déjà songer à reconstruire l'Amérique, si on veut déjà songer à l'après-Donald Trump, il faut détruire l'image de Donald Trump aux yeux de MAGA. Parce que le mouvement MAGA, c'est Donald Trump. Et tant que le mouvement MAGA aura le sentiment qu'ils sont face à cet homme exceptionnel, rien ne changera. Et que donc, ces discussions, qu'elles soient dans les médias, sur les réseaux sociaux, ou qu'elles arrivent à la Chambre des représentants, rien n'empêche, comme tout à l'heure le disait l'ancien cardiologue de Dick Cheney, qu'il y ait une enquête menée par les démocrates en disant « Est-ce que Donald Trump est dans l'État ?» C'est nécessaire de faire ce genre de choses. Et si on ne le fait pas, c'était la chute de cet article-là, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on considère que ce qui est en train de se passer, c'est normal. Et si on ne résiste pas, si on ne demande pas, même si jusqu'en novembre prochain, ce n'est pas possible, si on ne demande pas l'impeachment de Donald Trump, si on ne s'interroge pas sur les capacités intellectuelles de Donald Trump, si on ne dénonce pas Donald Trump aujourd'hui, c'est que c'est l'autre camp qui a gagné. Donc, à la question, comment arrêter Donald Trump? C'est, comme le disait tout à l'heure Francis Fukuyama, du côté européen, du côté canadien, c'est dire non. Et du côté américain, la balle est dans le camp des vaguelettes, la balle est dans le camp des élus démocrates, la balle est dans le camp de ces quelques élus républicains qui oseront s'exprimer et de dire ce qui est en train de se passer, c'est pas normal. Arrêter Donald Trump en 24 heures, ce n'est pas possible. Arrêter Donald Trump en une semaine, en un mois, ce n'est pas possible. Mais préparer l'après-Trump, c'est une nécessité, une urgence démocratique. Et ce combat-là commence maintenant. C'est la chute.